au cours de cette seconde table ronde, on va essayer d'abord d'examiner ces évolutions à partir d'un exemple concret, celui de la Chine, et puis aussi analyser les différentes tensions qui sont à l'œuvre dans ce mouvement vers un renforcement de la protection des travailleurs et de la régulation du marché du travail. Des tensions entre les nécessaires protections liées au travail versus la dynamique de création d'emplois, hein, c'est toute la problématique de la flexibilité versus protection des salariés. Les tensions aussi entre la nécessaire amélioration de la protection des salariés et la nécessaire diminution de l'informalité. Et puis des tensions entre des dynamiques d'unification du marché du travail qui sont réelles dans des pays comme la Chine, je pense que on va en parler longuement, et puis d'autres dynamiques qui poussent au contraire à des éclatements et à un renforcement des inégalités entre personnes et entre territoires. Et puis, je souhaite qu'on examine au cours de cette table ronde les principaux débats autour de ce thème, à savoir quelle protection, solution nationale ou solution importée. On a vu tout à l'heure pour la protection sociale que solution importée, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais en matière du droit du travail, la notion de salaire minimum, elle est quand même assez universelle, la notion de protection contre les accidents du travail, indemnité de licenciement. Peut-être qu'en ce qui concerne le droit du travail, l'analyse est un peu différente de celle qui est généralement admise en termes de protection sociale. Avec quels acteurs construit-on ces protections? Les États, le dialogue social, les partenaires sociaux, les organisations internationales, la coopération technique. Et pour l'ensemble de ces thèmes, je suis fière et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Gong Sen, qui est directeur général adjoint du Development Research Council en Chine, Elliot Harris, qui est assistant director au département de la stratégie, des politiques et de la revue des politiques du FMI, Monsieur le ministre Moussa Oumarou, que vous connaissez, qui est directeur du département social du dialogue social à l'OIT et qui est ancien ministre du Travail du Niger, et Cyril Côme, délégué aux affaires européennes internationales. Je propose tout de suite au docteur Gong Sen de prendre la parole et de nous parler de l'exemple chinois. Alors j'aurais aimé pouvoir m'exprimer en mandarin ou en français. Comme ça, peut-être que tout un chacun pourrait me comprendre, mais malheureusement, je ne peux vous m'adresser à vous qu'en anglais. Donc, j'ai encore quelques difficultés avec la langue, avec les langues étrangères, donc je vais essayer de me faire comprendre de la meilleure manière possible. Comme Maria l'a dit, au cours des 10 dernières années, le gouvernement chinois a souhaité véritablement faire évoluer la situation. Avant même la crise financière, donc. Donc les salaires ont certes augmenté, néanmoins les taux de productivité, eux, ont diminué. Donc finalement, nous faisons face à un manque de productivité en Chine. Mais comment mettre en œuvre les réglementations du travail, comment mettre en œuvre les décisions des syndicats, c'est ici notre problème. Alors, en Occident, nous avons différents modèles. Est-ce que finalement la Chine devrait plutôt s'inspirer du modèle européen ou plutôt du modèle américain? En Chine, nous avons donc... Nous nous posons la question de savoir comment, de qui nous inspirer, comment avancer, et c'est une question académique, et je pense que peut-être ici, la communauté internationale pourrait agir pour nous inspirer, la communauté internationale pourrait prendre en compte le contexte chinois et nous donner des conseils. Donc je pense que c'est le deuxième défi. Troisième défi, il concerne la fragmentation et la segmentation du marché du travail. Donc nous avons un marché du travail urbain qui n'a cessé de décliner au cours des dernières années, mais malgré tout, les travailleurs de l'économie informelle constituent encore aujourd'hui 30% des employés totaux dans les zones urbaines et la plupart d'entre eux sont des travailleurs migrants.
un pourcentage important d'entre eux travaillent en effet dans l'économie informelle. Donc ces travailleurs immigrants sont moins payés que les résidents locaux, que les travailleurs locaux. Donc le gouvernement étudie la possibilité d'introduire une nouvelle législation, de faire évoluer la législation afin de garantir le même salaire pour le même emploi. Mais nous n'en sommes qu'au début. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas forcer les ou plutôt nous devons faire en sorte de forcer les employeurs à verser les mêmes contributions pour leurs travailleurs migrants. Donc, aujourd'hui, une grande proportion des travailleurs migrants ne disposent pas d'une couverture sociale. Pourquoi? Parce que lorsque le niveau de fiscalité dans les pays voisins est élevé, cela pose problème. Et puis souvent, les travailleurs immigrants eux-mêmes ont beaucoup de mal à rester, à s'implanter dans ces zones parce que la plupart du temps, ils viennent travailler en Chine pendant leur vie active et ensuite rentrent dans leur pays après cela. Donc, ils ne souhaitent pas contribuer au système de sécurité sociale chinois puisqu'ils n'en bénéficieront pas à l'avenir. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite stabiliser la population. Ils veulent faire en sorte que ces travailleurs restent en Chine, même une fois qu'ils sont plus âgés, et que ces personnes restent également dans les zones rurales, par exemple. Donc, c'est un problème qu'il est ici nécessaire de résoudre. Donc, vous avez un traitement équitable. Et si nous sommes en mesure de garantir ce traitement équitable, si partout vous avez les taux de retraite qui sont les mêmes pour les résidents locaux ou pour les résidents provenant des ruraux et des zones rurales, eh bien, les personnes qui se déplacent pour venir chercher du travail, finalement, ne devront pas retourner dans leur zone d'origine ensuite. Deuxième point, il est nécessaire de diminuer la fiscalité du travail. Notre système s'appuie en effet sur des taux très précis. Ce n'est pas juste que vous versez à mesure que vous le souhaitez, à mesure que vous avancez dans la vie. Dans la plupart des pays de l'OCDE, nous nous sommes rendus compte finalement que les contributions étaient moindres qu'en Chine. Donc nous avons d'une certaine manière dû réduire et contrôler ces mesures en Chine. Donc, d'une certaine manière, ce que nous souhaitons, ce que le gouvernement souhaite, c'est d'améliorer le bien-être et la situation des personnes. Mais d'autre part, parfois, il est nécessaire de faire preuve de prudence. Nous devons en effet lire clairement les détails des politiques sociales, car certaines mesures pourrait parfois entraver l'amélioration réelle de la situation. Donc peut-être que nous ne serons pas en mesure de mettre en place un système universel, peut-être qu'un modèle universel n'est pas applicable en Chine, mais en tout cas ce que nous essayons de faire, c'est d'adopter les mêmes principes, essayer également de les replacer dans le contexte actuel de la Chine, afin de fournir à tout un chacun un système qui soit durable, qui soit socialement acceptable, qui soit également faisable et réalisable du point de vue économique et financier, et puis un système de protection qui fasse preuve de flexibilité également. La question pose deux problèmes. Tout d'abord, on regarde des problèmes de marché du travail comme étant des questions macroéconomiques, des problèmes de flexibilité. Quand il y a une récession ou un ralentissement, des problèmes de chômage, on a tendance à dire qu'il faut réalloquer les fonds, il faut ajuster entre les secteurs. La première réaction est de dire que c'est une question de flexibilité, de souplesse. Et une des recommandations qu'on entend souvent, c'est qu'il faut augmenter la flexibilité dans le marché du travail. Mais qu'est-ce que cela veut dire? D'un côté, ça veut dire réduire le coût du travail. Étonnamment, on ne parle jamais de réduire le coût du capital, on parle de réduire le coût du travail. Mais on veut dire également qu'il faut plus de flexibilité dans les règlements qui gouvernent les marchés du travail. Est-ce que cela veut dire, en temps de crise comme aujourd'hui, et en temps de chômage comme aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les institutions du marché du travail sont critiqués, ils sont sous pression
parce qu'on met en question l'impact des législations concernant le salaire minimal. Par exemple, on se dit que si le salaire minimal est trop élevé, cela empêche les entreprises de créer des emplois. Il y a des tensions également concernant les contrats de travail. On a vu plusieurs exemples de pays qui ont mis en place des contrats de travail temporaires, des CDD, pour essayer d'augmenter l'emploi, mais plus ces contrats restent en place, plus il y a de tensions entre les CDI et les CDD, ces nouvelles formes de travail. Surtout parce que souvent ces arrangements de travail temporaires sont payés moins cher et avec moins d'avantages. Troisième problème concerne les procédures de recrutement et de licenciement. On considère que les employés ont un certain niveau de protection et les employeurs hésitent parfois, par époque, dans des temps incertains, ils hésitent à recruter parce qu'ils se disent que ce sera difficile de se débarrasser de ces personnes si la situation devient difficile. Une des autres questions qui se posent récemment concerne les négociations de conventions collectives au niveau sectoriel, parce qu'on dit que cela ne donne pas la flexibilité nécessaire à certaines entreprises qui ne sont pas forcément à pieds égaux avec d'autres. Quand il y a des conventions collectives, ça peut être un désavantage pour certaines entreprises et ça peut rendre plus difficile la gestion du travail. Ce que je trouve intéressant dans la réponse à cette crise actuelle, c'est qu'il y a 3 catégories de mesures qui ont été mises en place. Il y a d'abord les mesures qui sont censées encourager la demande de travail du côté des employeurs. Par exemple, cela inclut des mesures de réduction du coût du travail, la réduction des charges, mais aussi des subventions directes pour les travails. Et puis il y a ces contrats un modèle universel, parce que quelles que soient les mesures qui sont prises qui sont mises en place, le système dépend de la structure de l'économie et le cheminement du développement de l'économie de chaque pays. À défaut de pouvoir le faire, je veux simplement dire un proverbe africain qui dit que quand la tête est là, il n'est pas élégant que le pouce porte le chapeau. Comme nous avons ici des gens qui représentent les pays tels que l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, je ferai quelques incursions hasardeuses dans le domaine où concernant les données de ces pays, mais je les laisserai au besoin compléter et dire quelle est la réalité du dialogue social dans leurs pays respectifs. Ceci étant dit, pour aborder votre longue question, je vais vous faire la relation de 2 choses la semaine dernière. La première, c'est que le bureau du conseil d'administration a adopté une déclaration concernant la crise. Et cette déclaration, disons, dénote de l'ampleur de la crise, et le bureau du conseil d'administration a lancé un appel en plusieurs points. Et un des tout premiers points de l'appel ou de l'engagement ou de la déclaration d'intention du bureau de conseil d'administration, c'était de dire que le dialogue social est une nécessité et que l'Organisation internationale du travail devrait s'atteler à faire du dialogue social une pratique, une réalité de tous les jours et une conviction de tous les mandants de l'organisation. La deuxième relation des choses que je voudrais faire, c'est que au cours du même conseil d'administration ou en marge de ce conseil d'administration, j'ai eu l'avantage de recevoir le ministre égyptien du travail, qui est venu me voir et qui a beaucoup insisté pour que notre organisation puisse aider ce pays qui est en transition politique, qui est en démocratisation, à construire, à promouvoir et à installer un dialogue social. Et enfin, toujours dans la même série, j'ai reçu le directeur général du travail d'Arabie Saoudite, qui est venu aussi pour dire qu'ils ont besoin de l'Organisation internationale du travail pour parler de dialogue social, pour avoir le dialogue social et un renforcement de capacité.
le spectre, si vous voulez, entre la déclaration qui, tout en parlant de la crise, disons, avait en tête quand même la situation en Europe et dans les pays développés, où la liberté syndicale est une longue tradition et c'est un acquis de longue lutte. L'Égypte qui vient de sortir des années disons, de régime unique, de parti unique, mais de syndicats uniques aussi, et l'Arabie Saoudite où pour le moment il n'y a même pas de syndicats. Donc pour dire quoi? Pour dire que, à défaut de dire quelle est la situation du dialogue social dans le monde avec exactitude aujourd'hui, je peux dire, en tout cas sous la foi de ce que je viens de vous raconter, sur cette base-là, que le dialogue social est une nécessité, que ce soit pour les pays qui connaissent les grands déficits budgétaires d'Europe, pour les pays qui ont des excédents budgétaires comme l'Arabie Saoudite, ou pour des pays qui sont en transition démocratique et dirigés par un régime, disons, qu'on dit aujourd'hui les frères musulmans. Donc voilà où on est, et en tant que directeur du département chargé du dialogue social, je me dis que j'ai de la matière et j'ai des clients. Ceci étant dit, quelle est la situation du dialogue social aujourd'hui? C'est une situation bien entendu contrastée. Et nous avons aussi toutes les luttes qui sont menées au niveau des organisations syndicales internationales, au niveau de l'Organisation internationale du travail, pour le respect de la liberté syndicale. Donc l'avancée est claire, même si, disons, par-ci ou par-là, où quelquefois on a disons, des moments de reflux dans certains pays liés à des contextes politiques particuliers. Mais globalement, disons, on avance en matière de liberté syndicale. Mais la question, c'est de faire comment en sorte qu'elle fasse le bon qualitatif qu'elle y ait, et une fois qu'elle soit ancrée dans la formalité. Cela suppose qu'il y ait beaucoup plus d'équité au niveau des États dans le traitement des entreprises. L'équité, c'est quoi? C'est que les services qui sont fournis aux entreprises du formel puissent être fournis aux entreprises de l'informel. Ça, c'est quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse intéresser les entrepreneurs, je les appelle ainsi, de cette zone grise, qu'on puisse les intéresser à se formaliser et qu'on les appuie notamment par l'accès au marché public. Le marché public dans les pays en développement africains que je connais bien, les marchés publics, c'est un élément, un levier important de promotion de l'entreprise. Donc l'accès à l'entreprise. Troisièmement, les services qu'on peut leur donner, c'est-à-dire par les services de l'État. Et dans ce cas, par exemple, j'ai toujours parlé, et le ministre de Rubien est là, dans nos rencontres interafricaines, on a parlé de l'inspection de l'administration du travail. Et dans le cadre de l'inspection du travail, moi j'ai toujours dit qu'il faut parler, dans ce cas bien précis de cette zone grise de l'économie informelle, de l'intervention de l'administration du travail, pas dans, mais au profit de cette partie de l'économie informelle. Au profit, c'est quoi? Les questions de santé et sécurité au travail, où il y a quelquefois vraiment, c'est des questions de vie qui se posent quelquefois, tellement c'est dangereux ce que font les gens dedans. Ces questions-là, elles peuvent les traiter. Les questions de sensibilisation, par exemple, sur les questions de VIH-Sida, ce qui se font, ça peut passer, l'administration du travail peut le faire. Les questions de conseil d'une manière générale technique, l'inspection du travail doit pouvoir le faire. Bien entendu, dans l'autre partie où il y a travail forcé, il y a travail des enfants, là on demande que l'inspection du travail joue le rôle régalien qui est le sien. Donc voilà un peu comment je vois la chose. Mais il est important de savoir qu'aujourd'hui, quand 80% de l'économie relève de l'informel et que c'est là que les emplois se créent, on ne peut plus, disons, ignorer ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Tantôt, je disais qu'il ne faut pas importer un modèle en matière de dialogue social. Je l'ai dit avec d'autant plus de conviction qu'on a importé le système d'inspection du travail des pays développés et dans les colonies. Et après les indépendances, on a gardé la chose comme telle. Aujourd'hui, je dis toujours à titre de comparaison, un inspecteur du travail, pour les pays francophones que je connais, un inspecteur du travail, c'est bac plus 4 plus 2. C'est bac plus 6 de formation. Je crois comme en France, à Lyon, on le fait. Mais il sort, il ne peut pas aller en dehors de l'unique entreprise du secteur formel qu'il connaît, où il n'y a pas de travail forcé, où en général les questions de santé et sécurité plus ou moins. Mais juste à côté, devant l'inspection du travail,
Il y a là quelqu'un, un ferronnier, quelqu'un qui fait de la construction métallique, il ne peut pas aller pour le faire. Donc il y a aussi cet effort de repenser les formations, un effort aussi de les repenser pour qu'il y ait véritablement, on fasse des services publics qui soient adaptés à notre réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire la réalité, il faut la transformer et on ne peut pas la transformer si on n'a pas sa connaissance. Il y a quelques années, on pouvait difficilement aborder les questions sociales au plan mondial en dehors des enceintes sectorielles spécialisées, qu'il s'agisse de l'OIT ou de l'OMS, sans que cela soit un objet de controverse aiguë entre groupes de pays. Lorsque les pays en développement avançaient sur ce sujet-là, on pouvait être suspecté de vouloir introduire un protectionnisme ou une limitation des échanges internationaux et à brider le développement des pays en voie de développement. Et à l'inverse, vu du point de vue des pays en développement, cela pouvait concourir au plaidoyer traditionnel, je dirais, en faveur d'une augmentation de l'aide publique en développement. Donc je crois que le grand mérite des socles de protection sociale, du concept, c'est d'avoir considérablement renouvelé la façon dont on aborde les questions sociales au plan international. Et on est peut-être parvenu, comme je le disais, à un niveau de consensus que l'on ne connaissait pas par le passé. Ce consensus, il part du constat traditionnel. Les représentants de l'OIT ont eu l'occasion de le dire. Le point de départ traditionnel, c'est de considérer que l'accès à la protection sociale, de même que le respect des droits fondamentaux, relève des droits fondamentaux de la personne. Le grand mérite des socles de protection sociale, c'est, je crois, d'avoir associé cette approche traditionnelle axée sur les droits fondamentaux à un modèle économique de développement qui montre combien les politiques sociales, le respect des droits sociaux et l'accès à la protection sociale peut concourir à la croissance résiliente, pour reprendre le terme homologué, et ce dans les différentes régions du monde, qu'il s'agisse des pays en développement, qu'il s'agisse des économies émergentes ou qu'il s'agisse des pays en développement. Je crois que la terrible récession de 2009 et ses conséquences sociales ont d'une certaine façon accéléré cette prise de conscience et le développement de ce nouveau consensus. Et je voudrais à ce propos mentionner, je crois qu'on l'a fait relativement peu cet après-midi, les nouvelles coopérations au niveau international, au niveau du G20 qui se sont développées depuis maintenant 3 ans, avec en particulier une filière développement qui a jusqu'ici donné l'occasion au ministre en charge du développement de se réunir au cours de chaque présidence du G20. Et je voudrais simplement terminer par relever à l'issue de tous ces échanges cet après-midi la richesse potentielle qu'offre le dialogue triangulaire sur ces questions-là. On n'est plus dans un dialogue nord-sud classique, mais on peut vraiment, je pense, tirer un bénéfice mutuel des expériences qui sont menées dans les pays en développement autant que dans les pays émergents et dans les pays industrialisés. J'ai souhaité, lorsque l'offre m'en a été faite, accepter de conclure cette journée de travail sur la question de la protection sociale dans la mondialisation, tout simplement parce que c'est un sujet récurrent, mais extrêmement important de l'agenda que la France pousse, je dirais, au-delà des alternances, pour essayer d'avancer vers une mondialisation plus humaine. Je pense que la question fondamentale qui est posée à travers cette conférence, c'est quelles sont, dans le monde d'aujourd'hui, les conditions pour lutter contre la pauvreté et contre l'extrême pauvreté. Chacun le sait, il y a encore plus d'1,3 milliard de personnes qui vivent avec moins de $1 par jour, à peu près 2 milliards qui vivent avec $2 par jour, et la plupart des hommes et des femmes qui vivent sur cette planète n'ont évidemment pas accès à un système de protection sociale. Mais pour lutter contre la pauvreté aujourd'hui, il faut sans doute prendre
d'autres chemins complémentaires que ceux qui ont été suivis par le passé. Le premier élément de nouvelles conditions pour lutter contre la pauvreté, c'est en dehors du champ de la protection sociale, j'en dis juste un mot, c'est évidemment la question environnementale et au premier rang desquels la question du changement climatique. Je me permets de le citer parce que pas plus tard qu'hier a été rendu public un rapport de la Banque mondiale que je vous invite à feuilleter, qui emploie des mots extrêmement forts sur l'impact du changement climatique en cas de non-action politique, sur, bien sûr, les écosystèmes, la planète, l'aspect environnementaux, mais aussi et surtout sur la capacité à lutter réellement contre la pauvreté. Le mot qu'emploie la Banque mondiale, c'est un effet cataclysmique, et de nature à revenir sur tous les progrès qui ont pu être faits en matière, par exemple, de lutte contre la mortalité infantile. Donc on voit bien que la question de la lutte contre la pauvreté, que l'accès aux droits fondamentaux, que la satisfaction des besoins fondamentaux, le premier d'entre eux étant de vivre, peuvent être remis en cause par des enjeux de soutenabilité, d'insoutenabilité environnementale, au premier rang desquels le climat. Et ce rapport de la Banque mondiale va tout à fait dans le sens de la vision française, encore une fois, au-delà des alternances politiques, qui consiste à fusionner le plus possible l'agenda de la soutenabilité sociale et environnementale et l'agenda traditionnel de la lutte contre la pauvreté. Donc, sur l'ensemble de ces sujets, je ne prétends pas introduire un changement radical, une rupture. Pour beaucoup de ces sujets, je suis dans un héritage qui a permis à la France de se faire clairement identifier sur ces questions, mais je souhaite, et c'est bien le moins pour le nouveau gouvernement que je représente, accélérer sur un certain nombre de thématiques pour faire en sorte, et je crois que c'est la volonté et les valeurs que nous incarnons tous, que nous représentons tous, que nous poussons tous aujourd'hui, et je crois aussi que c'est notre intérêt en tant que Français et en tant qu'Européens pour pousser cette mondialisation responsable, pour tirer vers le haut cette mondialisation qui est, je pense, le seul moyen de répondre à l'équation fondamentale à laquelle nous devons trouver une réponse. Comment nous continuons à sortir 1,3 milliard de personnes qui vivent encore avec moins de $1 par jour? Comment nous répondons à la demande de consommation, de changement de mode de vie de la classe moyenne des pays émergents, qui après tout veulent tout simplement vivre comme nous le faisons, et au nom de quoi pourrions-nous leur dire de ne pas le faire, et notre propre exigence de transition écologique et sociale dans un contexte où les ressources de la planète sont malheureusement limitées, quel que soit l'indicateur que l'on prend. Cette équation fondamentale qui est celle du développement et du développement soutenable passe par la construction de systèmes de protection sociale. C'est tout l'enjeu des 10 à 20 prochaines années qui est résumé dans cette thématique de ce colloque. Cet enjeu pour les 10 à 20 prochaines années, il passe par des décisions concrètes que nous avons à prendre maintenant. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité collective de ne pas faire les mauvais choix en ce moment pour que cet agenda entre réellement dans le réel du monde de demain dès aujourd'hui. Merci beaucoup.